Dans l'épisode précédent, Martine Laroche-Joubert est à l'apogée de sa carrière de grand reporter. Elle revient sur de nombreuses missions dans les 4 coins du monde et sur la manière dont celles-ci ont façonné sa carrière et sa vie de femme. Dans ce dernier épisode, Martine Laroche-Joubert nous livre les secrets du métier et nous parle avec le cœur. Comment garder la bonne distance entre les faits et les émotions qu'il déclenche chez nous? Est-elle fière de son parcours? A-t-elle des regrets? Et surtout, de futurs projets? Épisode 5, à jamais reporter. Ce qu'il y a de difficile aussi, c'est ça s'apprend, c'est de ne pas se laisser gagner par ses émotions. Par exemple, quand vous avez en face de vous des gens qui ont perdu leurs enfants dans un bombardement, qui ont été tués, qui retrouvent leur enfant à l'hôpital et se jettent sur son cadavre en pleurant et tout ça. Moi, si je commence à pleurer, si je me laisse gagner par mes émotions, c'est fini. Je pourrais pas faire correctement mon travail. D'autre part, il faut quand même qu'ils ressentent de ma part une empathie. Voilà, il y a une manière d'interroger des gens qui ont perdu leurs enfants et auxquels on peut s'identifier, mais il faut pas non plus se laisser submerger. Et ça, c'est une crête qui est étroite. Il faut penser au reportage que l'on est en train de faire. Je suis journaliste. Même si je les interroge comme s'ils étaient de ma famille, je ne suis pas de leur famille. Voilà, donc il faut garder une certaine distance, mais au risque de se blinder. Et ça m'est arrivé de me blinder, et de me blinder trop. J'étais en Afrique, c'était en 97, et il y avait les familles des anciens génocidaires du Rwanda qui étaient poursuivis par leurs anciennes victimes dans la forêt du Zaïre. Et il y avait des massacres, il y avait des gens qui mouraient de faim autour de nous. On était en train de filmer. Il y avait juste un petit poste où il y avait juste un médecin. Et je me souviens d'un photographe, il a pris un bébé et il l'a emmené directement voir le médecin. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais moi, je suis même pas capable de faire ça. Je veux dire, je suis devenue tellement blindée que ces gens qui meurent autour de moi, ces bébés qui vont mourir, je pense pas à faire un geste, à les aider, finalement. Je pense voyons, est-ce que j'aurais terminé ce reportage à l'heure? Est-ce que je vais pouvoir l'envoyer? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Je me pose que des questions techniques. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir sur moi. Et j'ai abandonné le news pendant un certain temps pour faire du documentaire, pour me laisser me reconnecter à mes émotions. Si on n'en a plus du tout, là on fait des reportages extrêmement froids, où on n'est pas investi. Et tout ça. Il faut trouver la bonne distance. Et les gens à la caméra, quand ils sont bons, même dans des situations terribles, où les gens souffrent, ils trouvent la bonne distance. Pour que ça ne soit pas intrusif, pour que ça rentre pas dans l'espace vital des gens qu'ils filment. Quand je reviens souvent, je suis complètement épuisée. J'ai une fatigue, mais démentielle. Quelquefois, je me couche et je peux voir personne, sauf m'occuper de mes enfants. Enfin, maintenant, ils sont grands, mais quelquefois, ils me voyaient revenir dans un état d'épuisement total, quoi. J'allais dans mon lit et j'étais assommée de fatigue. Et ça m'était très difficile de voir des gens, parce que quand vous avez vécu des choses comme ça, les gens dans les dîners ou ailleurs n'ont pas forcément envie de vous entendre parler de ça. C'est tellement lointain pour eux. Donc je peux pas en parler. Je peux pas non plus en parler tellement à la rédaction, parce que voilà, j'aime pas les entendre raconter leurs histoires. Donc je suppose qu'ils n'ont pas envie d'écouter les miennes. Donc finalement, on n'a vraiment personne à qui parler. On garde tout ça en soi. Moi, j'ai des amis qui font des cauchemars. Quand on fait des cauchemars, l'angoisse se matérialise la nuit dans l'inconscient. Moi, pas du tout. Aucun cauchemar. Mais cette espèce d'épuisement de dingue. Si j'entends, par exemple, je sais pas moi, un bruit fort, un pneu qui éclate ou quelque chose comme ça, hop, je sursaute. Et ça dure pendant un certain temps. On porte tout ça en soi. Mais, étrangement, aussi, de tous ces moments durs, je garde quelquefois souvent des images positives.
C'est incroyable et c'est ce qui m'intéresse moi dans les guerres. C'est pas du tout l'armement, ça m'est égal. Ce qui m'intéresse sont les gens. Comment ils font, comment ils réagissent, comment ils survivent. Et là, vous vous apercevez que dans les guerres, c'est un révélateur des personnalités. Et il y a des gens qui se révèlent être vraiment des salauds, des ordures. Et il y a des gens mais qui font des choses mais extraordinaires et dans un anonymat complet. J'ai beaucoup suivi, par exemple, le printemps arabe en Syrie. J'étais à Alep, où j'allais d'ailleurs clandestinement. Et j'ai vu des instituteurs qui, dans des pièces dévastées où les vitres étaient remplacées par des cartons, qui essayaient quand même d'apprendre aux enfants à lire et à écrire. Ce qui m'avait le plus impressionné à Alep, c'est qu'il y avait un asile d'handicapés mentaux dans la vieille ville d'Alep. Et en général, les handicapés mentaux, j'avais vu ça en ex-Yougoslavie, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et là, à Alep, il y avait ces handicapés mentaux qui évidemment ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait exactement à la porte de leur institution et ils étaient sous les bombardements. Et tous les jours, il y avait des gens qui venaient, qui les lavaient, qui leur donnaient à manger. Et tout ça comme ça, voilà. C'est incroyable de rencontrer des gens comme ça. Et vous vous dites, mais il y a des gens qui ont un courage de dingue. Et puis surtout qu'il y a une humanité de dingue. Faire ça pour des gens en plus qui n'étaient même pas reconnaissants, ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient pour eux. C'est incroyable. J'ai connu un Syrien aussi qui était clown. Et il aurait pu partir et quitter Alep, rejoindre sa famille qui était partie en Turquie. Et lui, il est resté parce qu'il faisait rire les enfants dans les hôpitaux. Et puis voilà, il est mort sous un bombardement. Et personne ne le connaissait. J'ai trouvé des raisons souvent d'espérer dans les situations les plus affreuses, les plus terribles. Et ça, c'est incroyablement enrichissant de voir ça. Parce qu'on peut dire, les journalistes, ils vont à tel endroit, ils font leur reportage, et puis ils reviennent à Paris. Ils n'ont pas fait ça dans l'anonymat le plus total. On a toujours une espèce de petite gloriole si on a été premier sur un terrain ou si on a réussi à faire des choses, etc. Bon, mais les gens qui font des choses extraordinaires et qui prennent des risques comme ça, dans le plus total anonymat et en risquant leur vie, alors là, vraiment, bravo. Et j'en ai vu beaucoup. J'ai quitté France 2 en 2017 sur un coup d'éclat. J'étais à Raqqa, la capitale politique de l'État islamique, et ils ont lancé un drone chargé d'explosifs sur la voiture dans laquelle on était, et juste on était sortis. Donc la voiture, boum, explosée. On peut dire que mon dernier reportage, c'était vraiment un coup d'éclat. Et après, j'ai travaillé pour Arte, parce que le paradoxe, au fond, de toute ma carrière, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à devenir journaliste. Et que finalement, même maintenant, je n'arrive pas à lâcher ce métier, c'est-à-dire je continue à travailler. Donc on m'a demandé d'écrire un livre et j'avais pas tellement envie de me replonger dans le passé. Ça ne m'intéressait pas. Et finalement, je l'ai fait parce que souvent, on dit que les gens critiquent les journalistes. Et puis même, je me souviens, il y avait une phrase d'Emmanuel Macron qui m'avait choquée à l'époque, c'était à propos de l'affaire de Benalla. Il avait dit, en généralisant, « Nous avons des journalistes qui ne disent pas la vérité ». Ça m'avait choqué cette phrase parce que la plupart des journalistes, on essaie de faire toujours de notre mieux. Et je me suis dit, il faut quand même que je fasse un livre pour montrer que ce métier, c'est quand même un métier dans lequel on se donne à fond, pour lequel vraiment on prend des risques. Moi, j'ai des amis journalistes avec qui j'ai travaillé, qui sont morts dans des guerres. Gilles Jacquier, qui était un caméraman d'exception, qui a été tué à Homs en Syrie en 2012. Il y a des gens qui risquent leur vie pour faire ce métier. Et voilà, alors il y a peut-être, je sais pas, des journalistes qu'on peut détester, j'en sais rien. Mais en tout cas, je n'ai jamais vu moi un journaliste partir quelque part en se disant, bon, je fais ça par-dessus la jambe. C'est pas vrai. On essaie toujours de faire pour le mieux. Donc, j'ai écrit ce livre pour montrer que, attention, on nous critique, on accepte bien les critiques sur les reportages quelquefois eux-mêmes,
Parce que quand on fait un reportage, avant diffusion et même après diffusion, ils sont vraiment épluchés par la rédaction en chef. Et souvent, les critiques peuvent être extrêmement violentes. Donc je veux dire, j'ai pas de problème de recevoir des critiques sur mon travail. Tu aurais mieux fait de faire ci, de faire ça, ou de commencer par ci, ou de finir par ça, etc. Tout ça, j'accepte. Mais en revanche, qu'on généralise en disant que les journalistes ne disent pas la vérité ou que les gens n'aiment pas les journalistes, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui nous aiment parce qu'on les informe, parce qu'on est là, parce que si on n'allait pas dans tel ou tel endroit, ils ne sauraient pas ce qui se passe. Voilà, j'ai écrit ce livre pour défendre la profession de journaliste et je l'ai écrit au nom aussi de tous mes amis qui sont morts dans l'exercice de leur métier. C'est pas rien, douloureusement, parce que me replonger dans le ça n'a pas été facile, mais c'est pour ça que je l'ai écrit. Ça n'a pas tellement changé depuis, je crois, les débuts du journalisme. Il faut être au bon endroit, au bon moment. Il faut avoir de l'empathie pour les gens. Sans se laisser submerger par ses émotions. C'est ça un bon journaliste. Et il faut savoir raconter une histoire. C'est vraiment important. Et quelquefois on sait la raconter, et quelquefois on ne sait pas, quelquefois on n'est pas au bon endroit au bon moment. Il y a pas mal d'échecs dans une carrière de journaliste. Il faut se dire qu'on apprend à chaque fois. C'est un métier dans lequel moi j'avais l'impression de passer mon bac tous les soirs. Quand la guerre a éclaté en Ukraine, j'étais assez malade, je dois dire. Je me suis dit, c'est terrible de ne pas y être, quoi. Vraiment, c'est vraiment terrible. J'ai cherché désespérément une idée que les autres journalistes n'auraient pas eue. Mais il y avait tellement de journalistes à ce moment-là en Ukraine et toutes les idées auxquelles j'avais pensé, voilà, ils avaient pensé eux-mêmes. Ça a été un moment vraiment, vraiment, vraiment difficile pour moi. Mais heureusement, j'ai travaillé pour Arte, j'ai fait un documentaire sur le fils de Kadhafi. Quand il y a eu aussi le 7 octobre, voilà, ça m'a rendu malade, quoi. Je connais bien Israël, je connais bien Gaza. De ne pas être à ce moment-là en Israël, j'aurais aimé y être. Mais c'est vrai qu'il y avait plein de journalistes. Et c'est pour ça que le 7 mars, le jour de mon anniversaire, on m'a proposé de faire un documentaire sur Gaza. J'ai considéré ça comme étant un cadeau, un cadeau compliqué à gérer puisque Israël interdit à tous les journalistes internationaux de rentrer dans Gaza. Donc il a fallu que je fasse ce documentaire à distance, donc diriger des gens à distance. Et là, c'est peut-être mon côté femme, je me suis tournée vers une femme. Elle s'appelle Shrouk, elle a 29 ans et son mari avait créé une boîte de production. Il a été tué tout au début de la guerre, en octobre 2023. Ils avaient une petite fille de 1 an. Et Shrouk s'est retrouvée seule avec sa petite fille. Elle a repris la boîte de production de son mari. Et j'ai trouvé que cette femme, à 29 ans, en plus à Gaza, où ce sont les hommes qui ont le pouvoir, qu'elle reprenne une boîte de production avec des caméramans à droite, à gauche, son histoire m'a intéressée. Et tout de suite, je me suis dit, non seulement elle va pouvoir tourner pour moi, mais elle va pouvoir aussi... je vais lui demander de parler d'elle aussi, de parler de sa souffrance. Donc c'est un métier que je continue à faire et je me dis, c'est bizarre après avoir autant refusé pendant des années de le faire. Et puis là, maintenant, j'arrive pas à lâcher. Enfin, tant qu'on m'en propose des trucs. Et sinon, j'ai 2 livres à écrire aussi. Donc l'un sur Gerda Taro, la compagne de Robert Capa qui a été tuée pendant la guerre d'Espagne, et un autre sur des histoires qui me sont arrivées ou que je vais essayer d'approfondir. J'ai l'impression quand même que j'ai vécu des choses qui étaient tellement rares, tellement exceptionnelles. Je suis sortie de mon milieu, je suis sortie de ma zone de confort. J'adore Paris, mais je suis sortie de ce milieu parisien, je suis sortie d'une vie de famille traditionnelle, je suis sortie de tout ça pour vivre quand même des aventures, et des aventures qui m'ont enrichie. Je ne regrette absolument rien. Maintenant, j'ai des enfants aussi très indépendants. Le fait de ne pas les voir quand ils étaient petits, on peut dire que maintenant, ils me le rendent. Donc je m'entends très bien avec eux. Mais bon, ils sont très, très, très indépendants. Ils sont pas du tout dans mes jupes. Ils se débrouillent par eux-mêmes. Donc voilà, donc je ne regrette rien. Je dirais pas que je suis fière de mon parcours. Fière, non, c'est pas le mot. Pas du tout.
Je suis contente de mon parcours. J'ai essayé de faire du mieux possible. J'ai vécu des aventures formidables, fière. On peut pas dire ça. Hein, je sais pas exactement l'adjectif que j'utiliserai, mais en tout cas, pas fière. J'ai pas de fierté ou de vanité ou de choses comme ça en moi. J'admire davantage les anonymes qui font des choses dont ils peuvent vraiment être fiers, mais à mon avis, ils ne sont même pas fiers de les faire. Je trouve ça normal. Tant que je peux, je continue. Je me dis, l'une des femmes d'Hemingway, Martha Gellhorn, je crois qu'elle a continué à faire des reportages jusqu'à l'âge de 90-92 ans. Ça me laisse une petite marge quand même. Donc voilà, donc j'espère continuer, on verra bien. C'était le dernier épisode de la saison de Destin consacrée à Martine Laroche-Joubert. Destin est un podcast énergie imaginé par Sarah Conan. Rédaction en chef et interview, Anaïs Kopman. Production, Anne-Cécile Kiry. Réalisation, Cédric Ledoré. Pour être au courant de la sortie de la prochaine saison, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous des étoiles et des commentaires. Et bien sûr, rendez-vous sur l'application et le site Énergie rubrique podcast. À très vite pour un nouveau parcours de vie hors du commun.